Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Écoute Active pour cette deuxième saison sur Radio Anthropocène. Je suis ravie de vous retrouver et continuer d'interroger les pratiques de l'industrie musicale face aux enjeux politiques et de société. Aujourd'hui, on s'attaque à un mot devenu incontournable dans la musique, l'écologie. Depuis quelques années, les discours verts se multiplient. Festivals éco-responsables, tournées neutres en carbone, merchandising durable, etc. L'écologie est partout. En tout cas, dans les éléments de langage. Mais derrière cette omniprésence, une question persiste. Est-ce que l'écologie transforme réellement nos manières de produire, de diffuser et de vivre la musique, ou est-ce qu'elle sert surtout de façade marketing pour continuer comme avant ? Car si la scène musicale se présente volontiers comme progressiste, elle reste profondément dépendante à des logistiques de surconsommation, de mobilité permanente, de croissance et de rentabilité. D'ailleurs, dès qu'il s'agit de remettre en question ses fondements, l'écologie devient soudain plus floue, plus timide, parfois même taboue. Dans un contexte d'urgence climatique, mais aussi de montée des extrêmes droites, de répression des luttes sociales et des crises multiples, les enjeux écologiques semblent souvent relégués au second plan, perçus comme un luxe, un discours moral ou bourgeois. Et si on repensait l'écologie comme une transformation profonde de nos pratiques et de nos récits, ainsi que de nos imaginaires, alors pourquoi l'industrie musicale a-t-elle tant de mal à se remettre en question ? Comment distinguer les engagements sincères, des opérations de communication ? Et surtout, à quoi pourrait ressembler une véritable transition écologique dans la musique qui ne sacrifie ni la création, ni la fête, ni les dimensions sociales et politiques de l'engagement ? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'être entourée de 4 invités qui expérimentent chacun et chacune à leur manière d'autres façons de faire de la musique et de l'événementiel. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je commence par vous, Lindsay et Loane. Lindsay et Loane, je ne sais pas d'où ça vient. Lindsay et Oriane, vous êtes dans l'association Les Graines Électroniques, un festival, des formations, de l'accompagnement dans la musique. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien. Super. Merci. Est-ce que vous pourriez rapidement nous parler un petit peu des graines ? Oriane. Je me lance. Donc les Graines Électroniques, c'est une association qui existe depuis 2019. Et l'objet de l'asso, c'est vraiment de véhiculer des imaginaires positifs autour des questions de transition écologique et solidaire via la culture, notamment les festivals. Et du coup, on organise plusieurs festivals, donc le festival Graines Électroniques, mais aussi le festival Ta Belle Allure, dont on parlera peut-être. Et on propose aussi des formations autour de comment décarboner la culture, éco-responsabiliser les événements, etc. Et on a aussi des projets de médiation culturelle qu'on fait avec des ados, en très résumé. Bon, bah c'est déjà énorme, grosse activité. Et vous êtes basé à Lyon, Oui, effectivement. Ouais. Paul, Rêve, juste à côté de moi, salut. Salut Camille. Comment ça va ? Ça va super, je suis très content d'être avec vous. Bon, toi, tu es un artiste protéiforme, tu fais plein de choses, mais notamment tu as un collectif qui s'appelle Pollen, qui est aussi un label, des résidences et des improvisations collectives. C'est entre autres pour ça que tu es là aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler en 2 mots ? Alors, en effet, j'ai cofondé avec mon cher partenaire Emiliano Germain un humble label de musique ambiante, fondé avant tout pour des raisons écologiques, donc face à des constats qu'on évoquera peut-être tout à l'heure, qui a un label, un side label, si je peux appeler ça, de Mellifera, qui organise la Vallée électrique, que Lindsay et Oriane connaissent peut-être. On a des accointances, Yes. où en effet on prône de la création in situ, et donc voilà, et surtout on valorise à nouveau l'écoute et l'écoute du vivant. Génial, parfait. On va en parler tout au long de cette émission. Et pour terminer, Théo, tu fais partie de l'association La Poursuite, qui est de l'expérimentation logistique à vélo dans la plupart des domaines du spectacle vivant et de l'événementiel. C'est un peu dur la reprise, ça va Théo ? Oui, ça va, vaste programme. Oui, ça va bien. Et La Poursuite, du coup, je décris un petit peu, c'est en effet... alors moi je suis chansonnier, je fais des chansons et des tournées à vélo et je fais partie de ce collectif La Poursuite qui fait un certain nombre d'activités. On n'a pas des solutions pour tout le secteur culturel, mais on encourage, on réalise des tournées à vélo, on forme des gens aux tournées à vélo, on a aussi un parc matériel avec des remorques, de la logistique vélo, et du coup plus le temps passe, plus aussi on se met à accompagner et à mettre à disposition du matériel
plutôt sur la région de la métropole pour quiconque aurait envie de s'essayer à la cyclo-logistique. Et pour ça, on est accompagné par l'ADEME qui nous fait un conventionnement là, pendant 3 ans. On est au milieu de ce conventionnement pour justement nous aider à aller pousser, tenter, proposer des solutions techniques sur les aspects, quelle est la place de la mobilité à vélo dans le secteur culturel, hein, en gros, pour le résumer comme ça. Voilà. Et on est aussi en résidence de territoire avec la métropole, donc qui nous fait confiance sur 4 villes, et c'est de la métropole, et c'est hyper intéressant. On est sur Bron, Saint-Priest, Mions et Chassieux pour faire un certain nombre et de créations artistiques et d'actions où on amène notre patte, la poursuite, avec cette dimension mobilité à vélo, rencontre avec les publics, partage de nos expériences comme ça. Voilà, en gros, quoi. Toujours un peu un exercice de synthétiser ce qu'on fait, mais on va dérouler de toute façon tout au long de cette émission. Merci énormément à vous quatre d'être là. Écoute Active, c'est parti. Écoute Active. Et donc, pour commencer ce débat sur l'écologie dans la musique, je voulais commencer par les discours écologiques qu'on entend partout. Quand on regarde les pratiques structurelles, peu de choses bougent vraiment. Pourtant, le mot est partout, je l'ai dit en introduction, c'est un grand élément de langage aujourd'hui. Et j'aimerais bien comprendre ce blocage avec vous. Avant de parler des alternatives, du coup, de plutôt revenir sur ce qui bloque. Si tout le monde se dit écolo aujourd'hui, pourquoi l'industrie musicale change-t-elle si peu en profondeur ? Est-ce que vous avez des éléments de réponse chacune autour de la table ? Sinon, je vous lance un peu plus spécifiquement. Je me permets de réagir. Je pense qu'à partir du moment où il y a contrainte et perte de rentabilité parfois dans des démarches mercantiles, ça peut bloquer pour une grande partie de l'activité qui peut être qualifiée de culturelle aujourd'hui, mais qui a des fins mercantiles. Donc il y a un mur éthique et un mur écologique dans les actions que pourraient mettre en face des actions que pourraient mettre en place les structures et qu'elles ne souhaitent pas faire. Tout simplement. Si on parle des structures, pas forcément des humains qu'il y a derrière, mais voilà, c'est à mon avis, aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt pour cette structure-là capitaliste à réaliser des efforts. Vous pensez la même chose, Lindsay et Oriane ? Je dirais, pour compléter, il y a aussi cette question de qu'est-ce qu'on appelle l'écologie, et certaines structures vont se dire écolo si elles font juste le tri. C'est sûr que c'est pas, nous c'est pas ce qu'on va prôner effectivement quoi. Pour compléter ce que tu disais Paul, je trouve qu'il y a aussi cette question de comment on définit le fait de faire des actions écolo dans la musique ou dans la culture, et où est-ce qu'on met notre curseur quoi. Et puis après, je pense aussi que si on parle d'industrie culturelle, en fait, une industrie culturelle reste une industrie, et en fait, c'est pas propre au secteur de l'industrie culturelle de pas réussir vraiment à effectuer une transition écologique. Je pense que si on parle de pratiques culturelles, là, je pense qu'il y a des changements chez les artistes, chez les organisateurs d'événements qui sont profonds et qui sont vraiment porteurs de transformation. Mais c'est vrai que dans l'industrie culturelle de manière générale, c'est facile, on est face aux mêmes contraintes que dans toutes les autres industries. Oui, absolument. Moi, j'ai un fil que je tire sur le secteur culturel qui le différencie. Je me pose en me posant la question de qu'est-ce qui nous différencie des autres secteurs industriels. Pour moi, il y a un des trucs que je vois, on est énormément d'acteurs, dont plein de micro-acteurs. Alors, d'autres très gros, on est vraiment dans la jungle libérale, quoi. Mais du coup, ce côté multi-acteur, à mes yeux, c'est peut-être ça pour moi, ça fait partie des plus gros défis pour transformer. Et parce que comme je suis d'accord avec toi, en termes de pratique culturelle, il y a un élan. Je pense qu'il y a énormément d'endroits, de gens qui seraient prêts, qui auraient envie, mais je me suis noté le mot planification, de planifier avec une myriade d'acteurs. Il y a des secteurs industriels où il y a 4 acteurs, en gros, quoi. J'en sais rien. J'aime bien parler des ardoises, les toits en ardoise. À une époque, j'ai travaillé dans l'évaluation d'impact environnemental, et
il y avait un patron d'entreprise qui fait des ardoises, il nous disait j'ai une machine, ou alors c'est au marteau. On va dire les façons de changer, et puis il y a pas 1000 acteurs, il n'y a pas 1000 procédés, il n'y a pas 1000 manières, donc il y a des industries où c'est très difficile de changer. Dans le secteur culturel, pour moi, on repose sur la création, donc on pourrait changer énormément de choses, on pourrait absorber énormément de contraintes. La difficulté, c'est cette myriade d'acteurs et cette organisation mercantile. Et la rentabilité nécessaire, effectivement. Oriane et Lindsay des Graines électroniques, vous défendez une écologie déculpabilisante, collective, très ancrée dans l'éducation aussi populaire et toutes ces valeurs-là. Est-ce que vous avez l'impression que l'industrie préfère une écologie gentille, je mets des gros guillemets, consensuelle, plutôt qu'une écologie qui remet vraiment en cause les rapports de pouvoir en général ? Ouais, tout à fait, je suis totalement d'accord avec ça. Nous, on a fait le choix en fait de prôner une écologie déculpabilisante par stratégie. Nous, notre objectif avec les Graines électroniques, c'est de faire vivre la transition écologique de manière festive. Et on se voit comme une porte d'entrée. Du coup, la logique de nos festivals, c'est de faire rencontrer le public qui n'est pas forcément conscient des enjeux environnementaux, ou en tout cas pas engagé dans ces combats, de faire rencontrer ce public avec les enjeux de transition écologique. Et du coup, on invite pendant nos événements des collectifs qui, eux, ont une position peut-être plus radicale, qui sont pas dans ce sens lisse de l'écologie. Et donc, du coup, ce qu'on essaye c'est d'être une porte d'entrée. Et donc, du coup, c'est dur d'être une porte d'entrée si on a on fait peur, quoi. Et à partir de quand, au niveau de peut-être plus du niveau institutionnel ou même des financements, vu que c'est aussi ça qui bloque, à partir de quand l'écologie elle devient dérangeante ? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez senti que c'était dérangeant finalement d'être si porté sur ces questions ? J'ai l'impression que nous, dans le cadre dans lequel on évolue, pas tant que ça, parce que du coup, actuellement, on n'est pas une asso qui est hyper financée, on n'a pas de financeurs privés par exemple. Pas pour l'instant en tout cas. Donc pour l'instant, à part pour les financements de la région, où clairement, ils nous répondent jamais, mais ils répondent à personne. J'ai l'impression qu'on arrive quand même à défendre des valeurs assez fortes, tout en étant une asso qui arrive à exister de manière aussi institutionnelle. Pour l'instant en tout cas. Donc je sais pas comment ça va évoluer avec justement toutes les évolutions politiques, avec peut-être un changement d'exécutif sur la ville de Lyon. Enfin, je sais pas trop, mais... En tout cas, actuellement, on arrive à exister tel qu'on est là. Et ça, c'est quand même cool. Oui, en vrai, il y a aussi l'idée que votre association, la base de votre association est tournée sur ces questions. Donc le cadre est établi comme ça peut-être aussi. Ouais. Paul, ton travail artistique, toi, il est très lié à la lenteur, à l'artisanat, à l'écoute du vivant. On va en parler. Est-ce que tu ressens une pression à produire plus vite, même quand ça va à l'encontre de tes valeurs parfois en tant qu'artiste et avec ton label aussi ? Clairement, c'est... En tant qu'artiste, et je suis loin d'être le seul à vivre ça, cette pression à la productivité, elle est très lourde. Et c'est difficile de s'en défaire, parce que de toute manière, le système est fait pour produire. Il y a des facteurs qui accélèrent cette pression-là, que ce soit les médias sociaux, et pas mal d'autres raisons, mais oui, je vis ça en tant qu'artiste, mais c'est peut-être en réaction à ça que j'ai commencé à essayer de changer mes méthodes de travail et les conditions dans lesquelles je réalise mon travail artistique, clairement. Tu peux nous en parler un petit peu de ces méthodes de travail, justement ? Oui, alors, je pense que c'est vraiment une vision systémique de mon métier, parce qu'être artiste ou acteur de la culture, on parle de métier passion, c'est un métier, quoi. Il y a vraiment parfois une méconnaissance de ces métiers-là. Et comme tous les métiers, comme tous les secteurs, il faut repenser nos modes de fonctionnement. Aujourd'hui, ils passent par des engagements associatifs, par un refus de ce qui nous est proposé comme contexte de production en tant qu'artiste. C'est très simple. Aujourd'hui, la musique électronique, ce qu'on m'a vendu, moi, quand j'étais adolescent, c'est fédérateur, ça rassemble. La réalité, c'est que une très grande part des artistes aujourd'hui produisent et créent seuls dans leur salon ou dans leur chambre, tout seuls. Et quand ils ont ou elles ont de la chance d'être diffusées, vont pouvoir partager un moment avec d'autres humains.
Et ça, c'est quelque chose qui ne m'allait pas du tout, quoi. Moi, quand j'étais adolescent, je rêvais d'avoir mon groupe de rock, d'avoir mes copains et mes copines et de faire le tour du monde, de faire des tournées. C'est pas du tout ça, la réalité. La réalité, c'est qu'on fait des dossiers de production, des demandes de financement, des demandes de résidence, tout seul chez soi, et on s'essuie 9 refus sur 10. Mais c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Et ça, je suis pas d'accord. je ne veux pas. Je veux changer, au moins à mon échelle et à l'échelle de mon entourage artistique, si possible que ça puisse rayonner un petit peu. Je souhaite changer ces conditions-là. Voilà. Et ça peut aussi, donc ça se matérialise comment ? C'est créer des environnements, des temps de création en collectif, dans des environnements qui sont propices à la créativité, à l'inspiration, à l'échange humain aussi, quoi, parce que tout ça, c'est aussi des expériences humaines. Mais ça, faut le créer, et on n'a pas forcément les outils ou les manuels pour créer ça, donc faut expérimenter. Voilà. Ok, donc toi, c'est dans le processus de création que tu essayes de moins t'isoler et de faire autrement de manière un peu plus holistique aussi. C'est ça, et puis après, dans des choses très concrètes, dont on parlera certainement, de l'impact écologique direct, voilà, de la réduction d'impact écologique dans tous les process qu'on va mettre en place, que je vais mettre en place dans ma pratique. Théo, avec La Poursuite, vous travaillez sur la matérialité très concrète des tournées, des déplacements et de la logistique. Pourquoi est-ce encore si compliqué en 2026 de remettre en question l'avion, le camion, la mobilité permanente dans la musique, selon toi ? C'est une grande question. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une myriade de raisons. Entre autres, quoi. C'est-à-dire on peut partager un élan collectif ou pas. D'ailleurs, il y en a qui s'en fichent. Mais des fois, la raison qui vient rendre difficile le choix du vélo à la place de la voiture, elle est justement, j'aimais bien le mot, qu'est-ce qui dérange, pourquoi ça vient déranger, au sens vraiment naïf du terme, on dérange l'organisation. Elle était rangée d'une manière, on leur demande de l'organiser d'une autre manière. Et ça, c'est un effort. Et du coup, ça veut dire qu'on ne vient pas juste présenter nos projets, on vient voir des acteurs en leur disant « faites différemment et comme ça, vous pourrez faire avec nous ». Et c'est difficile, c'est sûr. Et en fait, donc j'ai envie de les encourager. On encourage, on fait. C'est une question de posture d'être encore dans cet élan-là. Mais je peux reconnaître la difficulté à se réorganiser, d'avoir d'autres contraintes. Et donc, au moins à notre échelle, dans notre mise en œuvre, il y a des gens avec qui on sent le même élan et du coup on arrivera à faire, parce qu'en fait il suffit de vouloir organiser ensemble en absorbant plein de contraintes et on arrive à faire des super projets sur lesquels on est heureux du début à la fin. Enfin, on le voit justement, tu parlais de festival Ta Belle Allure, nous on a eu la chance de grandir au niveau de la métropole en parallèle de l'association des graines électroniques, et on s'est retrouvés ensemble, en tout cas avec une partie des membres de l'asso qui ont organisé le festival Ta Belle Allure avec Lindsay et Oriane, avec les graines électroniques. Et c'est un super exemple de synergie entre deux structures sur un secteur, avec la programmation Tout le monde dehors, et qui donne un festival avec énormément de cyclo-logistique. En fait, quand tout le monde a envie, il se passe des choses formidables. Il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, c'est sûr, mais en même temps, ça paraît logique, étant donné que vous avez des accointances de base. Enfin, tout le monde va dans la même direction, évidemment, ouais. ça avance. Ouais. Mais est-ce que, avec ton asso, etc., tu ressens une résistance politique ou plutôt une inertie culturelle ? C'est ce que je me demandais. D'où ça vient, en fait, ce blocage ? Ouais. Tout à l'heure, hors antenne, avant qu'on démarre l'émission, tu parlais que tout était câblé, entre guillemets, pour la logistique camion, par exemple, et que c'est quelque chose dont vous vous heurtez. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça, qu'on comprenne aussi à quel point même si c'est pas forcément volontaire, tout est pensé pas de manière écologique de base, en fait. Ouais, c'est ça. Si on fait l'état de l'art un peu de comment on s'est organisé, comment on en est arrivé là, ce que je racontais tout à l'heure, c'est ne serait-ce que si on regarde les cadres normatifs de l'événementiel, ce que je disais tout à l'heure, ils ont été pensés avec les camions. C'était pas un choix, c'était pas un désir, mais c'était plutôt on a voulu augmenter la sécurité, donc on a fait des objets plus lourds, puis en fait on avait des camions, donc on les a mis dedans et puis ça fonctionne très bien, etc. Et en fait du coup c'est une forme d'impensé, moi j'ai envie de dire même une facilité, c'était une flemme l'humain est flemmard par essence et on va au moindre, et puis il y a un moteur qui tourne trop bien, on
on a confié j'appelle ça Démon Énergie pour m'amuser, on a confié à Démon Énergie notre confort et puis maintenant qu'on se dit il faudrait peut-être dépendre un peu moins de l'énergie, ça devient une réorganisation. Il faut déranger ce qu'on a fait, quoi. Donc oui, on est dans un cadre qui est pensé pour et par la voiture, quoi. Tout ça me fait réfléchir aussi au fait que est-ce que l'écologie c'est devenu un truc acceptable, et d'ailleurs en fait même demandé dans les demandes de subventions, etc. On est quand même sur maintenant, il y a des obligations d'écologie, mais uniquement quand elles changeraient en modèle économique dominant, ou est-ce que ça donne un peu cette impression en fait que on utilise l'écologie pour entre guillemets verdir quelque part nos pratiques, mais que ça reste un vernis un peu superficiel. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, vous, dans vos projets, dans aussi peut-être les demandes de subventions, ou même comment vous pouvez le vendre à certaines personnes? En soi, oui, carrément. Je pense que c'est difficile de réussir à faire une écologie hyper sincère, et pour certaines personnes, ça va toujours paraître être du vernis. Moi, j'ai l'impression que du coup, c'est après, en tant que structure, comment nous, on s'en empare et comment nous, on décide d'en parler, de l'incarner. Mais voilà, du coup, on n'est qu'entre structures engagées autour de la table. Donc, on sait que profondément, on est engagé sur une écologie qui est intersectionnelle, mais c'est sûr que parfois, ça paraît être un petit peu... quand on répond à des demandes de subventions autour des questions d'écologie, ça peut paraître un petit peu de surface, quoi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à quelqu'un autour de la table d'être un peu la caution écologique de quelque chose, qu'on l'appelle pour ça? Comme par exemple, ça peut arriver dans le féminisme, être la caution femme d'un line-up, par exemple? Ouais, carrément. Ça fait partie des fois de notre maigre avantage à s'infliger la pénibilité de venir à vélo. Des fois, on sent que les gens se disent tiens, c'est rigolo, des groupes qui viennent à vélo. Et après le concert, ils disent en fait, c'est vachement bien ce que vous faites. Ça nous arrive de temps en temps. J'ai envie de dire, à la limite, c'est pas très grave, mais l'enjeu pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait réellement. Et vu qu'on arrive réellement à vélo ou quoi, pour moi, c'est intéressant ce qui se passe quand même si je me doute que l'acteur nous a programmé sans avoir non plus des convictions très fortes. Je me dis que c'est jamais une mauvaise chose. Très bien. On va se faire une petite pause musicale. Paul, c'est toi qui as choisi la musique. C'est issu de la première sortie de Pollen le 9 octobre 2024, Biotope saison 1, qui rassemble 9 producteurs de musique électronique français plutôt tournés vers l'ambiante et le down-tempo. Je dis pas de bêtises. C'est exactement ça. Ça a été enregistré pendant la résidence en octobre 2023 à Salles-sous-Bois dans la Drôme. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? Oui, alors cet endroit, il est très important pour nous. C'est une des raisons d'être du label, car c'est là où on organise, avec Mellifera, le micro-festival La Vallée Électrique. Une minute pour expliquer ça, c'est que moi, j'ai grandi musicalement avec ce festival-là, dans un milieu très vivant. J'ai passé beaucoup de temps dans la vallée, seul, avec des amis, avec plein de monde. Et en fait, je me suis simplement rendu compte que cette vallée, elle est tranquille 360 jours par an. Et après, pendant 5-10 jours, on met un système son et on emmerde tous vivants. Donc l'idée, c'était de faire revenir des artistes pour, en marque de respect à ce lieu qui nous accueille, pour pouvoir à nouveau le contempler dans un hors contexte festif et pouvoir à nouveau communiquer avec cet endroit sans aller dans une frénésie ou sur une temporalité très, très différente. Et donc ça a été la première étape, ça a été d'abord ce constat-là, ensuite la création de Pollen avec cette première résidence. Voilà. Et en parlant de pollen, tout est lié aux abeilles, parce que le morceau que tu as choisi, ça s'appelle c'est Tilia de Idolas. Idolas, c'est l'artiste, j'imagine. C'est ça, tout à fait. Et ça veut dire tilleul, symbiose avec les abeilles dans la vallée en question. Tu nous le présentes rapidement avant qu'on l'écoute? Oui, alors c'est un morceau d'ailleurs d'Emiliano, donc le cofondateur de Pollen. Et le tilleul, alors attention, je ne suis pas ethnobotaniste, mais c'est ça qui est chouette, c'est qu'on bosse avec un ethnobotaniste. Donc à chaque fois qu'on va en résidence, on a un ami qui nous emmène, qui nous fait une découverte du vivant. On essaie de briser le mur vert, le mur végétal. Et donc il nous a longuement parlé du tilleul parce qu'il y aurait une symbiose entre le tilleul et les abeilles, ou toutes les espèces mellifères en règle générale. Notamment, il y en a une grosse concentration dans cette partie de la Drôme provençale. Voilà.
On s'écoute ça alors. Let's C'est go. parti. C'était donc Tilia par Idolas de Pollen Records. Écoute active, on est encore ensemble pour parler d'écologie dans la musique, engagement réel ou façade marketing après ce petit moment un peu hors du temps. C'était le bruit de la rivière, c'est ça Paul ? Absolument, le ruisseau d'Alérac qui tire sa source dans un petit prieuré à 1 kilomètre en amont de la vallée et qui est très important parce que sans lui, il n'y a pas de vie dans cette vallée. Donc on paye respect. Parfait, merci pour ce partage musical et j'invite tout le monde à écouter votre mixtape sur Bandcamp. Je sais pas si on dit mixtape en fait. C'est une compilation, mais d'ailleurs la Biotop Season 2 est en précommande depuis hier. Eh ben voilà, parfait. On a même des actus à vous donner. On revient dans le débat sur l'écologie. Beaucoup d'acteurs et d'actrices essayent de faire autrement, comme vous tous autour de la table, mais ces pratiques restent souvent isolées, précaires et même invisibilisées. J'aimerais qu'on parle du coût réel de l'engagement écologique et qu'on parle de celles et ceux qui essayent concrètement de faire autrement. Qu'est-ce que vos choix écologiques vous ont coûté concrètement ? C'était un peu ma première question. Voilà. Est-ce que ça a été, j'imagine, du temps, de l'énergie Ouais. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Il y a des réalités matérielles. Faire différemment, c'est s'équiper aussi en matériel. Des fois, nous, les vélos, il y a un moment où il faut acheter un bon vélo, des bonnes sacoches, des choses. C'est un investissement. Mais qui n'est pas insurmontable, mais qui existe, qui est bien réel. Et
plutôt au quotidien, en tout cas dans le quotidien de chercher à organiser des tournées à vélo, c'est la plus grosse contrainte à mes yeux, c'est de refuser des dates. Ça veut dire, quand on discute avec des gens dont c'est le métier de chercher des dates pour des groupes, ils font des yeux grands ouverts, à dire mais comment ça, tu refuses des dates? C'est impossible en fait, c'est tellement dur de trouver des dates que de dire non à quelqu'un parce qu'en fait, il nous propose, il dit oui, c'est bien votre projet, venez chez moi, mais venez trop tard ou trop loin. Et ben nous, alors on dit, c'est pas un refus, à chaque fois on dit on viendra plus tard, on viendra une autre fois. Ou des fois, on n'a pas la largeur économique de refuser, donc on s'organise différemment. Mais c'est assez rare. Mais en tout cas, on fait des tournées train-vélo aussi, on essaie de ruser, mais bon, c'est du coup tout un lot de contraintes. Mais je dirais que c'est elle la plus dure, c'est de renoncer. Et en fait, c'est un mot qui pop de plus en plus quand on parle de changement de pratique, c'est apprendre à renoncer ou à vivre avec une forme de renoncement. Pour moi, c'est à cet endroit-là que c'est le plus concret dans mon quotidien. Je vois tout le monde qui hoche la tête sur le renoncement. Est-ce que vous voulez réagir? En fait, nous, la question du renoncement, on se l'est pas mal posée. Et en fait, nous, on l'a conscientisé en disant, en fait, à la base des graines électroniques, on avait cet engagement de dire comment est-ce qu'on fait pour avoir une structure qui reste dans les objectifs de limitation des augmentations des gaz à effet de serre, etc. Et donc, du coup, nous, on l'a vite évacué en disant, en fait, tout ce qu'on fait, on le fait avec le cœur. Et donc, du coup, on n'a pas ce truc de renoncement. Ça ne nous coûte pas émotionnellement de se dire, en fait, ça, on ne va pas prendre cet artiste qui vient de le bout de la planète parce que ça fait partie de notre ADN. Et donc, on n'a jamais vraiment renoncé à ce genre de choses. Mais effectivement, ça coûte. Et quand on parle avec d'autres grosses structures, quand on parle de baisser les jauges, c'est un renoncement qui est trop dur pour d'autres festivals, quoi. Nous, on a décidé qu'on ne serait jamais un énorme festival, quoi. Enfin, je pense que c'est le cas de plein d'autres structures comme nous. Mais quand on commence à exister institutionnellement et qu'on décide, on renonce en quelque sorte à devenir très gros. Enfin, si on peut prendre l'exemple de Woodstower dans le sens où nos deux structures, elles sont un peu similaires, mais eux, ils sont très gros et nous, on est très petits. Et ils étaient, RIP. Mais du coup, c'est vrai que nous, on a décidé consciemment de jamais faire grandir notre jauge au-delà d'un certain nombre. Et par exemple, sur l'année 2025, notre jauge, elle a baissé par rapport à l'année d'avant sur le festival Graines Électroniques. On voulait retourner à quelque chose de plus petit après avoir monté un petit peu. On a baissé la jauge, mais étalé le festival sur une plus longue période pour quand même pas avoir du renoncement dans les choses qu'on proposait. On voulait quand même toucher un public varié, avoir beaucoup de propositions en termes d'engagement, en termes de propositions culturelles. Donc du coup, on a quand même étalé le festival. On a touché à peu près le même nombre de personnes, mais d'une manière différente, quoi. Paul, sur la question de la jauge, on en parlait justement pendant la pause musicale. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous avez fait dans ton festival à toi ? Oui, et puis je vais rebondir sur votre expérience parce que c'est très intéressant. Avec la Vallée électrique, on a décidé, notamment cette année, pour les 10 ans, de baisser la jauge. On était à 420 tickets, on redescend à 300, ce qui est déjà très petit, 420, mais pour plusieurs raisons, notamment impact écologique et expérience des humains qui viennent. On a décidé de baisser cette jauge. Alors c'est un renoncement à quoi exactement ? La baisse de jauge, c'est renoncement à du chiffre d'affaires. Donc on parle directement de modèle économique. Et je trouve ça intéressant que vous disiez que justement vous avez décidé peut-être d'augmenter la durée du festival. C'est une question qu'on s'est également posée. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir un certain niveau de qualité dans notre programmation avec un budget plus petit, quoi. Donc cette année on est à 70% sur tous les budgets qu'on avait auparavant. On parle vraiment de décroissance et c'est possible, c'est ça qui est assez intéressant. Il y a une des solutions pour pallier à ce problème de chute des budgets, etc., c'est d'augmenter la durée et de repenser le modèle économique qu'on a eu pendant une dizaine d'éditions jusqu'ici. Mais c'est assez étonnant parce que c'est un son de cloche que j'ai de plusieurs structures de revenir à une vision qu'on avait initialement parce qu'on se laisse vite emporter par la croissance, et c'est normal parce qu'il y a de l'engouement, on peut peut-être programmer des projets qu'on ne pouvait pas programmer auparavant, mais il y a des coûts et on se laisse entraîner là-dedans. À quel moment on décide de se dire à nous-mêmes stop ? C'est encore plus difficile de manière collective que lorsqu'on est tout seul, quand on est une association de 20, 30 personnes versus
2-5 personnes, parce qu'il y a une inertie de groupe. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? Voilà, mais il y a plein... on fait des assemblées. Donc voici pour notre retour d'expérience. Donc en 2026, nous, on aura moins de festivaliers. Oui, et puis intéressant aussi de dire que vous n'avez pas fait d'édition l'année dernière parce que vous vouliez laisser justement la vallée se régénérer et ne pas avoir à subir, entre guillemets, une arrivée de 450 à l'époque. Non ? Ouais, c'est ça. En tout, je sais pas, on devait être 600 sur site, ce qui reste très peu. Je sais pas, on n'est pas Wheel of Green, quoi. Mais ouais, il y avait 2 raisons. C'est laisser la vallée et les humains se régénérer. En fait, aujourd'hui, la vallée, on la personnalise. Nous, c'est un de nos engagements écologiques. Si on personnalise la vallée, ça permet d'y faire attention pour plein de raisons qu'on détaillera peut-être plus tard. Mais donc, on inclut toujours la vallée dans notre ressenti. On la rend vivante, quoi. Et bon, on avait tous besoin de se reposer. Et elle, la première, parce que accueillir des gens qui font la fête pendant plusieurs jours, ça laisse des stigmates, comme on disait, même si on a de la chance, nous on met en place un contexte qui favorise un grand respect de la part du public envers le lieu. Voilà. Donc il y a des stigmates certes, de l'activité humaine, ça reste assez petit d'un point de vue impact écologique, quoi. Ouais, ça me donne envie de réagir. C'est hyper. Je suis hyper touché par ton expérience que je connaissais pas. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est là en plus on parle de la contrainte, on réduit la jauge, on réduit le modèle économique, et du coup on a une sensation, on fait très vite un trait droit vers et donc il y a quelque chose qui baisse. Alors que ça donne vraiment envie de dire, moi à mes yeux en tout cas, quelque chose qui fleurit. Et parce qu'il y a un impensé à mes yeux qui est, il y avait déjà une contrainte. C'est-à-dire qu'on exerçait une contrainte sur une vallée, on exerce une contrainte sur notre environnement parce qu'on fait des tournées ou parce qu'on fait des activités, et que du coup, finalement, on passe d'une contrainte à une autre, à mes yeux, et c'est pas comme si on avait décidé d'augmenter notre lot de contraintes. J'aime mieux penser comme ça, je trouve ça vachement plus agréable, d'ailleurs, pour réfléchir, pour se donner de l'élan vers où on va. Finalement, pour moi, ceux qui disent oui, c'est plus contraignant, ils font l'exercice de penser, d'oublier qu'ils sont en train de créer des tas de contraintes sur les générations futures. On connaît les bilans environnementaux, mais voilà, c'est donc, pour moi, on parle de ça. C'est intéressant. Ça implique qu'on pourrait changer l'ordre des indicateurs, quoi. On baisse la jauge, on a moins de travail. Non, on a plus de temps libre, on a plus de temps pour apprécier la programmation aussi, parce qu'en tant que programmateuriste, lorsque tu es sur la production d'un festival, tu as du boulot jusque-là et tu n'as pas forcément le temps d'écouter les concerts qui sont en train de passer. Je dis pas que ça sera le cas cette année, mais il y a aussi beaucoup de choses très positives qui se dégagent de ça. Plus de temps passé avec les humains qui viennent participer, peut-être plus de temps passé sur site et de temps accordé aux choses qu'on va construire. Parce que moins de choses à gérer, moins de management, micromanagement, ce genre de choses. Donc il y a beaucoup de choses positives qui se dégagent de ce qu'on appelle la décroissance sur des activités comme ça. C'est peut-être plus facile aussi pour nous parce qu'on est petit, hein, attention, il y a l'inertie, etc. Mais il y a beaucoup de choses positives en effet qui s'en dégagent, quoi. Lindsay et Oriane, c'est quelque chose que vous ressentez aussi au niveau des graines ou auquel vous faites attention peut-être ? Oui, carrément, complètement. Nous, si on voulait réduire aussi, c'était aussi parce que toute l'équipe était un peu fatiguée et puis avait envie de se retrouver aussi. Et c'est vrai que sur des plus grosses jauges, on a plus de mal dans l'équipe à se retrouver parce que tout le monde est super occupé sur son pôle, etc. Et là, l'idée, c'était de se dire, on va être ensemble. Et du coup, on va recroiser peut-être les mêmes personnes qui viendront plusieurs fois de suite au festival, comme il durait plus longtemps. On va créer plus de liens entre nous et du coup avec le public aussi, quoi. Avec les intervenants, avec tout le monde au final. Donc carrément, ouais. Et ça laisse aussi une grosse marge à la créativité, les propositions qu'on veut mener, quoi. Quand on a 2 soirs, avant on était sur un modèle de 2 soirs d'événements, du coup si tu veux faire la teuf, tu as un soir de teuf et le deuxième soir tu refais la même chose. Enfin, là on peut plus explorer, on peut proposer plus de propositions culturelles avec des spectacles. Si on veut faire des conférences, c'est plus simple. Enfin, on a plus de liberté avec plus de temps, quoi. Donc c'est aussi permettre plus de choses, quoi.
Vos événements avec les graines électroniques cherchent à concilier fête, inclusion, écologie et plaisir. Est-ce que vous avez parfois l'impression qu'on vous demande d'être exemplaire sur tout et tout le temps ? C'est un peu la question de la pureté, l'injonction de la pureté militante. J'avais envie aussi qu'on aborde cette question, ainsi que pour Paul et Théo. Je pense que nous, on sait très bien qu'on n'est pas pur, enfin qu'on fait des choses, on conscientise en fait les endroits où on n'est pas exemplaire. Il y a des choses, il y a des points d'amélioration et on sait qu'il faut les améliorer. Et en fait, je pense que si on cherche à faire les choses du mieux possible dès la première fois, en fait, on fait rien. Et donc du coup, il faut mieux se lancer dans les choses, faire les choses, puis améliorer au fur et à mesure et du coup avoir une démarche sur le long terme. Voilà, de temps en temps, on a des critiques, on a des personnes qui nous disent mais pourquoi vous faites ça, ça n'a pas beaucoup de sens, etc. Et en fait, on se dit effectivement, on entend qu'on peut s'améliorer, mais on laisse une marge de progression. Après, je dirais aussi que nous, le côté militant de l'asso, il se joue pas que sur les événements. Et c'est aussi ça qui est cool, c'est que par exemple on est souvent nous en manif avec notre remorque à vélo DJ et en fait il y a beaucoup de gens qui nous connaissent comme ça aussi et du coup je dirais plus que on a une cohérence globale au niveau de nos engagements, mais qu'on ne les retrouve pas aussi forts partout à chaque instant, évidemment. Mais ce qui fait que je trouve que les critiques, elles sont jamais trop intenses, ou on nous reproche pas des choses qui pourraient venir nous heurter vraiment, parce que les personnes très très militantes, ils nous croisent en manif, ils nous croisent, donc finalement, même ils nous cherchent. Donc je dirais qu'on a quand même une diversité d'actions qui fait que, et d'engagement qui fait que moi je ressens en tout cas personnellement une forme de cohérence dans la structure, quoi. Sur le des contraintes, de l'exemplarité, c'est moi j'ai l'impression qu'il y a j'aime beaucoup la posture qui est une sorte de transparence en fait, mais pas une transparence comme une obligation méthodique, mais un partage sincère d'humain à humain et du coup j'ai l'impression que oui on est dans les engagés et oui c'est pas parfait. Parce que ça arrive qu'il y ait une date, finalement on va y aller en voiture parce qu'on n'a trouvé aucune autre solution, par exemple, ou la logistique du festival Tabelle Allure, le système son, il a toujours été livré avec une camionnette parce qu'en fait il est beaucoup trop lourd, et je trouve ça beaucoup plus intéressant d'avoir des gens qui sont entiers dans leur réalité, de dire voilà, en fait on s'est organisé, on fait tout ça à vélo parce qu'on a réussi à le faire de manière heureuse, un peu sportive des fois, mais quand même globalement surtout heureuse. Et ça, c'est une super réussite. Et oui, on l'a pas fait sur tous les points du festival. Et en fait, c'est pas un drame. Parce que j'en sais rien, si on avait eu 40 personnes en plus qui se disaient on veut monter le système son, et on aurait trouvé une solution. Il se trouve qu'on les avait pas, et donc en fait et puis surtout, même si au détour de ma transparence à raconter mes histoires, je rencontre d'autres militants qui me disent mais attends, t'aurais pu faire ça, et peut-être je vais apprendre quelque chose, et peut-être plus tard je serai un peu plus écolo. J'en sais rien. En tout cas, ça me plaît d'avancer sur le chemin sans se flageller, et plutôt d'essayer de viser comment je fais mon prochain projet le mieux possible, et puis d'en parler, c'est cool. Paul, ton label et ton travail reposent sur une approche artisanale et sensible. Est-ce que cette sobriété est un luxe ou une forme de résistance ? Est-ce que ralentir, c'est un geste politique ? Ralentir, c'est très difficile, et c'est un geste politique. Alors pour le coup, nous sommes totalement imparfaits dans notre engagement. Je pense que la conscience écologique, c'est à la fois un cadeau et une malédiction, parce que finalement, on est peut-être celles et ceux qui culpabilisons le plus. Non, le ralentir, c'est très difficile. C'est très difficile parce que, encore une fois, on a des injonctions de tous les autres partenaires avec qui on travaille pour rester dans le cadre initial de création et de diffusion, de production, de tout ça. Aujourd'hui, la lenteur, je pense qu'il faut laisser le temps pour fabriquer de belles choses. Nous, c'est notre motto. Il faut du temps pour fabriquer des belles choses.
C'est quelque chose qu'on essaie de transmettre aux artistes qui viennent chez nous aussi. Attention, tous les artistes qu'on invite, encore une fois, ne partagent pas tous la même volonté qu'on peut avoir avec Emiliano d'amélioration de nos procédés. Il y a certaines personnes qui vont avoir un intérêt plus artistique qu'écologique de rejoindre Pollen. C'est OK. Nous, derrière, on met en place des systèmes pour valoriser d'autres méthodes de consommation. Là, on a une amie qui fait de la prestation à domicile de cuisine entièrement végétale. Voilà, tous les artistes qui vont venir et vont en profiter pourront aussi découvrir ça pour celles et ceux qui n'ont pas ces pratiques-là. Après, au niveau de la lenteur, ça va se ressentir directement dans ce qu'on fabrique après comme musique. Donc, Oui, de choisir l'ambiance, c'est une bonne idée. Mais alors, pardon, je rajoute vas-y. parce qu'hier, je m'intéressais à Massive Attack. Incroyable, Massive Attack. Et ouais, mais en fait, eux, dans les années 90, ils ont décidé de ralentir la musique. Elle est à 80-100 BPM, alors qu'à l'époque, dans les années 90, c'était en train d'augmenter en flèche avec la trance, etc. Et c'était politique. Bon, alors on va pas refaire l'histoire de Massive Attack, mais ralentir la musique, c'est un refus des injonctions à accélérer. Et c'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup dans l'ambiance aujourd'hui, c'est de dire non, je suis pas d'accord, je vais prendre un moment pour considérer mes émotions. Et c'est nécessaire de créer ces espaces d'écoute-là, de créer des ouvertures à l'émotion. Et la musique est un outil pour ça. C'est militant de faire de l'ambiance ou de ralentir dans la musique aujourd'hui. Oui, surtout aujourd'hui où c'est la course au BPM encore plus que dans les années 90. Et c'est super aussi, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, il faut ces espaces-là aussi de lenteur. Ouais, et de contrepoint. Merci à vous quatre. L'écologie est encore souvent perçue comme un discours bourgeois, moralisateur, voire culpabilisant. On a beaucoup parlé de culpabilité, donc peut-être on peut mettre ça de côté, mais pourtant elle touche directement aux conditions de travail, d'accès à la culture et de justice sociale. Pourquoi l'écologie est-elle si rarement pensée comme une lutte sociale dans la musique ? Pourquoi c'est toujours un peu un truc à côté il faut avoir une gourde et faire le tri sélectif ? Alors que voilà, c'est un peu la question que je voulais vous poser, parce que des pratiques alternatives, il y en a plein, mais elles restent souvent marginales. Et derrière l'écologie, il y a aussi des enjeux de classe, d'accès au pouvoir. Du coup, j'aimerais bien pour finir l'émission, on élargisse un petit peu la focale. Est-ce que c'est des questions que vous vous posez dans vos structures ou dans vos réflexions aussi personnelles peut-être ? Nous, carrément, on essaye vraiment d'avoir une vision intersectionnelle de l'écologie et de la définir, nous, dans l'asso, comme vraiment, comme je disais, donc une écologie intersectionnelle, donc qui intègre toutes les autres formes, pas mal les autres formes de lutte, que ce soit les questions LGBT, les questions d'écologie décoloniale. On essaye d'avoir tout ça en tête quand on parle d'écologie, nous, dans l'asso. Après, je trouve que c'est difficile à mettre en action. Mais nous, par exemple, si on parle des questions féministes, on a une prog vraiment paritaire, et mine de rien c'est pas simple, mais c'est un truc qui est super important aussi pour nous et pour plein de personnes dans la structure. Il y a beaucoup de personnes qui rejoignent l'asso aussi, pas que pour les questions écolo, mais justement pour toutes ces questions là aussi qui sont au cœur des valeurs de Graines Électroniques. Je sais pas si tu veux compléter, Lindsay, mais... Et au-delà de ça aussi, il y a toute la question des droits culturels, où dans la définition de ce qu'on appelait le développement durable avec les 3 piliers, il y a souvent la question du 4e pilier qui serait la culture, et du coup ça rejoint la question des droits culturels en se disant en fait l'écologie c'est pas tant pour la planète mais pour les humains qui habitent dessus, et donc du coup c'est aussi comment est-ce qu'on fait pour que chacun puisse exprimer, vivre sa culture. Et donc du coup nous on le vit aussi là-dedans, et c'est pour ça qu'on a aussi tout un axe avec de l'éducation artistique et culturelle. On accompagne des jeunes à s'émanciper, à essayer des outils pour qu'ils puissent construire aussi, faire vivre aussi leur culture. Donc du coup nous on le perçoit aussi là-dedans, quoi. Ça fait partie des enjeux de ce qu'on défend d'écologique, quoi.
Théo, dans le vélo, on peut dire que c'est une mode de bobo. Je vais dans les clichés, hein, je me un peu BFM, mais c'est pas trop dans les habitudes de la maison, mais histoire de titiller un peu ça, parce que c'est aussi des arguments. Hein, ils sont bien mignons avec leurs gourdes recyclées et leur vélo à 3 000 euros. Est-ce que prendre le parti que vous avez pris, en fait, j'aimerais bien qu'on parle aussi de la question du côté bourgeois. Tout le monde ne peut pas se permettre d'être écologique ou d'avoir des pratiques écologiques au quotidien. Au-delà de l'aspect où on est sensibilisé, il y a aussi l'aspect matériel, quoi. Ouais. Sur ma focale, elle est vraiment au niveau du vélo comme moyen de transport. Donc je vais pas être capable de répondre sur tous les plans, on va dire, mais le vélo, tout à l'heure j'ai dit, c'est un investissement parce que on n'a pas tous déjà un vélo, ou déjà on n'a pas tous une scénographie qui peut se déplacer à vélo, donc il y a des choses à repenser ou à s'adapter. Maintenant, dans l'histoire, le vélo, c'est un moyen d'émancipation, d'accès à la nature, c'est un moyen de mobilité du pauvre en vérité. Du coup, j'ai envie d'enlever quand même cette contrainte-là, ou en tout cas cette image que ça serait quelque chose de bourgeois, parce qu'en vérité, on a plein de façons d'accéder au vélo, et ça coûte moins de 3 000 euros, même les très bons vélos. Ça, j'ai ça en tête, quoi. Après, oui, c'est ça. C'est le côté, on va pas se leurrer. C'est pas comme ça, demain, tout le monde, en fait, finalement, pourrait faire du vélo, parce que j'ai dit que le vélo, c'était un truc de pauvre. C'est plus compliqué que ça. Moi, pour Boussole, je sais, j'ai pas les noms, mais j'avais assisté à une conférence sur la sociologie de la propagation d'un changement de comportement en société. Et qui est très clair, en fait, qui va nommer des groupes, et je veux bien essayer de le synthétiser en très court, j'espère pas dire de bêtises, mais en gros, on pourrait dire qu'il y a des pionniers, quand des gens, c'est 2 à 5% d'une population, et nous, c'est sans prétention, mais on est moins de 2 à 5% du secteur culturel à faire nos tournées à vélo, ou à faire la logistique d'événements à vélo, et du coup, on est des pionniers, aux yeux de la sociologie. Et en fait, il y a les pionniers, il y a les militants, jusqu'à 10 à 15%. Après, il y a la petite majorité, 15-40%. La grande majorité, les réfractaires. En fait, c'est quoi qui différencie c'est cette façon de catégoriser, en fait, c'est juste une façon de trier un peu la population. Et là, on va dire notre population, c'est le secteur culturel. C'est que les pionniers, et j'ai envie de faire confiance à la socio là-dessus, ils sont inaudibles à la petite majorité, petite, grande et réfractaire. Inaudibles. On ne va pas convaincre des gens de faire du vélo comme ça. Nous, on peut s'adresser qu'aux militants. Et c'est avec les militants seulement, et si on est assez convaincant, qu'on peut inventer des solutions qui vont commencer à toucher la petite majorité. En gros, qu'est-ce qui différencie un militant de quelqu'un qui fait partie de la petite majorité ? C'est la petite majorité peut se mettre, par exemple, à faire des tournées à vélo pour une raison. Et ça veut dire, ça sous-entend que c'est assez simple. Ça peut être, je me sens en phase avec mes valeurs environnementales. Ou ça peut être, j'y trouve un intérêt économique. Ou ça peut être, j'y trouve un intérêt marketing. C'est quelque chose de simple. C'est pas un faisceau de raisons qui dit, je suis prêt à accepter un certain nombre de contraintes. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on n'en est pas là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre but, c'est pas particulièrement de briser l'image du bobo. Notre but, aujourd'hui, c'est de toucher les militants. Et avec les militants, de faire plein de choses chouettes. Et en fait, un jour, ça sera une histoire de petite majorité, de grande majorité. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est peut-être pas tant ça notre sujet. Là, le but, c'est d'essaimer, d'aller au plus large, toucher le plus de monde possible c'est faire grandir, fleurir, voilà, tous nos jolis projets où on trouve que c'est trop bien de travailler et qu'on n'abîme pas la nature un peu plus, ou notre environnement, notre milieu de vie, quoi. Paul, ta musique parle beaucoup d'intériorité, de lien au vivant. Est-ce que changer les récits artistiques, c'est aussi important que de changer les pratiques matérielles, dans le sens où est-ce qu'on peut transformer l'imaginaire sans transformer le système, ou est-ce que transformer l'imaginaire permet de transformer le système ? C'est un peu de la philo, là, pour on passe à la sociologie. Ouais, mais alors c'est vrai que tu prêches un convaincu. Je pense qu'il faut travailler sur l'imaginaire pour donner envie ou donner de l'élan.
l'écologie, j'enfonce des portes ouvertes, est vécue comme une injustice par une grande partie de la population. Donc la question que tu posais tout à l'heure, est-ce que c'est vécu comme quelque chose d'élitiste ? Oui, pour une grande partie de la population, il faut détenir certains moyens pour avoir le luxe de se poser des questions qui concernent l'écologie. Alors oui, ça j'ai envie de le changer. Ça passe par comment est-ce qu'on raconte l'histoire, comment est-ce que nous on a envie de la raconter. Ça passe par l'expérience, comment est-ce que nous on la vit en tant que personnes engagées, et puis sur des choses très simples en fait, sur les émotions. Je trouve qu'on rapporte pas du tout assez de discours émotionnels sur ce sujet-là. Parce que, in fine, en effet, c'est pour les humains. Théo, c'est très intéressant ce que tu disais, mais c'est pas l'écologie, c'est pas des efforts et qui n'ont sans réponse. C'est un intérêt direct et un impact direct sur les humains, sur le bien-être, sur les émotions, sur des émotions positives. Et ça, je pense qu'il faut le raconter. Faut faire rêver autour de ça. Il faut faire rêver à ce propos-là. C'est super important, et que ça soit plus vécu comme un effort, mais comme une super aventure, et qu'au bout, il se passe des choses super. Non, pendant cette aventure, il se passe des choses super. C'est pas au bout, c'est pendant, il se passe des choses super. Et ça, c'est notre rôle en tant qu'artiste. En tout cas, c'est celui qu'on a voulu saisir, c'est de donner envie, de raconter des belles histoires. À travers notre vision du vivant et des endroits où on va pour créer, quoi. Voilà. Et en s'aidant en plus du vivant, quoi. Elle raconte des choses, ces abeilles-là, quoi. On peut en faire des jolies choses. Oui, un avenir un peu désirable aussi. Et effectivement, tu as bien raison d'insister sur l'aspect aussi émotionnel qui est souvent oublié. Et j'ai beaucoup posé de questions sur le matériel parce que c'est souvent ce qui revient. Mais effectivement. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Avant de conclure, un dernier petit tour de table. J'aimerais que chacun et chacune puisse me donner une chose à arrêter absolument dans l'industrie musicale et une chose à défendre coûte que coûte. On commence par qui veut se lancer, ou sinon je le désigne comme vous voulez. Allez, Lindsay, c'est toi. T'étais en face de moi. Désolée. Une chose à arrêter, moi je pense c'est arrêter de se donner des excuses. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Il faut juste de la volonté. Et on est très fort, je pense, pour se trouver des excuses à ne pas faire des choses. Et en fait, en temps, faire les choses, c'est plus simple que de trouver des excuses. Donc, chercher à faire plutôt que de trouver des excuses, quoi. Et une chose à défendre, coûte que coûte. Et une chose à défendre, je pense sur le tissu local, je pense, est très fort aujourd'hui. On a une menace assez forte de grosses structures extérieures qui viennent avec beaucoup d'argent, des grosses têtes d'affiches, des gros moyens, et qui viennent perturber un système local. Je pense que la solution sera par le système local, pas par des grosses structures avec des branches électroniques qui viennent le même jour que le festival des graines électroniques. Merci pour cette petite balle perdue. À toi, Oriane. Et du coup, une chose à arrêter, j'allais dire justement, désolé, ça c'est redondant du coup, mais j'allais dire, faudrait arrêter de privatiser la culture. Je pense à tout, justement. Je pense à cette infographie aussi qui a été faite, notamment par Street Press, il me semble. Il faudrait du coup donc arrêter de financer que la culture soit financée par des milliardaires et donc privatisée. Et parce que du coup, ça détruit complètement l'écosystème culturel local et indépendant. Et du coup, j'aimerais que tout le monde boycotte absolument tous ces événements privés qui font des courses au cachet, qui sont pas du tout responsables, et qui ont un impact énorme sur toute la filière culturelle. Enfin, je pense surtout au secteur du festival parce que c'est le secteur que je connais le plus, mais je sais que ça touche aussi d'autres parties de la culture, quoi. Et l'autre truc, c'était une chose à faire... Non, à défendre. À défendre. Et du coup, je dirais défendre cette question-là des droits culturels, parce que je trouve que ça vient vraiment, pour moi, en tout cas, la question des droits culturels, ça revient à cette question un peu de l'intersectionnalité et de
comment en fait on fait exister plein de cultures différentes, même celles que nous on n'apprécie pas, même celles que nous on n'aime pas, et qu'on laisse en fait les personnes faire vivre leur propre culture. Et moi je le rapproche pas mal à la question de l'éducation populaire et de justement comment on intègre de l'éducation populaire dans la culture. Pour moi, ça passe par cette question des droits culturels et il faut absolument les défendre, je dirais. Merci Oriane. Théo, une chose à défendre, une chose à arrêter absolument. Ouais. Et pour le arrêter absolument, je vais lire 4 lignes d'un texte où je parle de renoncement, ou qui dit... qui dit un certain nombre de choses qui vont disparaître de fait avec la fin de l'énergie. Donc voilà, les golfs en plein désert, les villes en plein désert, les concerts en stade, les coupes du monde, les festivals à 100 000 ou plus. Coachella va disparaître, Hellfest va disparaître, les vieilles charrues vont disparaître, les Solidays vont disparaître. Ces divertissements seront remplacés par des myriades de propositions et de fêtes. N'attendons pas la douleur et renonçons. C'est un extrait, mais j'y crois fort. Et ça me parle quand j'entends la vallée électrique, ça a l'air formidable. Et du coup, chérir, j'ai envie de dire, c'est vraiment la joie de faire ces choses qui vont dans le vivre ensemble. Enfin, je rejoins ce qui a été dit, c'est vraiment... tout à l'heure, j'ai marqué, dès que c'est concret, que c'est basé, c'est fantastique, quoi. dès qu'on sent qu'on a les 2 pieds sur terre et qu'on sent qu'on a mis l'élan pour que nous, les humains, mais aussi la biomasse autour, on a l'impression d'avoir pris soin un peu de tout le monde. Le sentiment, l'alignement, il est génial. Et je le souhaite à tout le monde. Et donc, voilà, continuons. Paul? Alors déjà, une chose à arrêter. J'ai un coup de gueule à passer, mais c'est le moment. J'en ai ras-le-bol des injonctions à l'innovation dans les dossiers de subvention. À l'innovation, mais envisagée par les institutions. C'est de l'innovation technologique pure et dure. Donc, faut aller bullshiter une innovation qui leur paraît innovante. Engager la créativité, la nouveauté, des idées émergentes, pourquoi pas, mais l'innovation vécue de manière technologique par les institutions, et ça c'est simplement parce que c'est leur manière à elles d'aller chercher des sous ensuite, quoi. Ça j'en peux plus vraiment, que ça touche toutes les ICC, tout le domaine culturel. Mais ça, je pense qu'il y a aussi un ras-le-bol des communautés artistes, enfin de tout le monde, et ça va remonter un moment. C'était les quelques dernières années, et je pense que ça va se transformer. Et ensuite, quelque chose à défendre, ça va être les tiers-lieux, et ça concerne particulièrement Lyon. Il y a une baisse du nombre de tiers-lieux depuis quelques années. C'est super difficile à vivre pour toutes les communautés qui existent à Lyon, qui ont moins d'occasions de se rassembler, de faire des itérations sur des sujets liés à l'écologie, liés à tous les sujets de l'intersectionnalité, mais également ça coupe une partie des artistes de potentielle programmation et donc d'occasion d'apporter un nouveau discours et d'apporter de nouvelles couleurs dans ce monde-là. Donc je pense qu'il faut vraiment le défendre, il y a un travail à faire de ce côté-là. J'ai pas les solutions du tout pour forcément à apporter, mais il y a ça à défendre à Lyon, le tiers-lieu, c'est très important. Merci. Ce qui ressort de nos échanges, c'est que l'écologie dans la musique ne peut être réduite à un label, une charte ou une bonne intention. Elle touche à des questions beaucoup plus profondes. Notre rapport au temps, au travail, à la mobilité, à la fête, à la réussite et au pouvoir. Elle révèle aussi une tension permanente entre engagement sincère et récupération marketing, entre désir de cohérence et contraintes économiques, entre volonté de transformation et peur de perdre. Mais elle ouvre aussi des espaces d'expérimentation, des manières de produire plus sobre, plus collective, plus attentive au vivant, des récits qui déplacent l'imaginaire dominant de la performance, de la croissance, de la visibilité à tout prix. L'écologie dans la musique n'est pas une solution clé en main, c'est un processus imparfait, conflictuel, parfois inconfortable, mais profondément politique. Et peut-être que la scène musicale bientôt, plutôt que de chercher à se verdir à tout prix, gagnerait à devenir un laboratoire, un espace où on teste, où on doute, où on échoue, où on imagine collectivement d'autres façons de créer et de faire la fête. Merci beaucoup à mes invités pour cet échange, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci Camille. Merci Radio Anthropocène, Florian et Thomas à la régie, et merci de nous avoir écoutés. Écoute Active, c'est en direct et en podcast, en général à peu près tous les 2 mois. À très vite.
Écoute active.